Bonsoir, bienvenue à notre webinaire sur fêter les fêtes à la maison. Ça nous fait plaisir de vous accueillir ce soir. Mon nom est Véronique Chiasson, je suis ergothérapeute et en pratique privée dans la région d'Ottawa, à Emerging Minds Est. Et je vous présente ce soir ma collègue Josée Massé, qui est technicienne en éducation spécialisée et thérapeute ESDM certifié. On va parler ce soir de comment est-ce qu'on peut célébrer les fêtes à la maison et continuer de développer les habiletés de votre enfant. Comment est-ce qu'on peut gérer les transitions à la maison pendant ce temps-là où est-ce qu'on est en vacances, tout en se reposant et en ayant du plaisir. Donc, ce qu'on va parler ce soir, on va parler des stratégies pour soutenir les transitions. Josée va vous parler de ça. Moi, je vais parler de comment est-ce qu'on peut soutenir des traditions familiales et ou en créer des nouvelles au besoin quand on a un enfant autiste ou un plus grand, un plus petit ou un plus grand dans notre famille. Comment est-ce qu'on peut soutenir le développement des habiletés? On va vous parler de 5 différentes catégories d'habiletés, la motricité globale, la motricité fine, l'exploration sensorielle. On va aussi regarder la pleine conscience et les habiletés d'apaisement et socio-émotionnelles. Et on va, à travers ça, vous parler d'activités que vous pouvez faire à la maison, comment vous pouvez les adapter à votre enfant et les ajuster. Donc, Josée, à toi pour les transitions. Comme vous le savez, les transitions, soit les petites ou soit les grandes, peuvent par moment apporter des grosses émotions chez nos enfants, petits ou grands. Donc, comment pouvons-nous rendre ces transitions prévisibles, les informer à l'avance et les aider à se préparer? Les appuis visuels sont une des façons qu'on peut rendre les choses prévisibles, que ce soit un petit calendrier avec des petits dessins ou des collants qu'on peut mettre nous-mêmes, que ce soit un horaire visuel. Donc, ci-dessous, vous pouvez voir, on a une ressource chez Educatou qui ont plusieurs options pour vous et votre famille pour rendre les choses prévisibles et planifiées. Parfait. Des petits minuteries, parfois, ça peut aider. Hein? Des fois, quand on compte, il reste une autre fois, puis après ça, c'est le temps de partir aussi. Hein? Je sais que moi, c'est un bon point. C'est aussi des transitions qui sont un peu logiques. Donc, finir une activité, donc finir un petit vidéo avant de pouvoir passer à la prochaine chose, c'est une des façons d'aider à rendre les transitions prévisibles. C'est sûr que nos visuels maintenant et après, quelque chose qu'on utilise régulièrement. Les renforcements positifs, savoir les renforcements tangibles sont aussi parfois peuvent nous aider à rendre les transitions un peu plus faciles. C'est certain. Moi, je sais que l'activité motivante d'après, par exemple, peut aider. Puis justement, on veut vous mentionner que vous pouvez mettre des questions dans la boîte questions-réponses pour pouvoir, à n'importe quel moment, on va regarder vos questions puis on va y répondre. Donc, on a des petites sections questions à chaque quelques minutes où vous pouvez poser vos questions, mais à n'importe quel moment, dans la boîte questions-réponses, vous pouvez les mettre, ça va nous faire plaisir des mettre là. Justement, Josée, il y a quelqu'un qui se demandait là, pour la routine du matin, tu sais, quand il n'y a pas d'école, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'école? C'est vraiment difficile pour un petit son petit de suivre la routine quand il n'y a pas d'école. Donc, on est un peu désorganisé dans ce temps-là. Qu'est-ce que tu suggérerais? Définitivement. Si on peut essayer d'avoir une petite routine qui est stable tout au long des temps des fêtes, qui ressemble un peu à la routine habituelle, sauf qu'on peut se lever un petit peu plus tard, peut-être qu'on met son pyjama après le déjeuner versus avant le déjeuner. Donc, c'est d'essayer de garder une routine et de mettre les activités les plus amusantes après les celles un peu moins amusantes. C'est un peu pareil pour les soirées. Si on prend sa douche, on met son pyjama et ensuite on écoute un film familial avec du maïs soufflé, c'est sûr que ça augmente la motivation à tous de pouvoir faire nos choses. Oui, certainement. Moi, je sais que si tu m'en donnes là, des petites collations comme ça, c'est certain que je vais aller mettre mon pyjama. Hein? Définitivement. Une des choses qui peut être plus compliquée dans le temps des fêtes, c'est les traditions familiales.
c'est on sort de, justement, Josée a parlé des transitions, c'est difficile d'être sorti de la routine. Bien, le temps des fêtes, on sort de la routine, hein, c'est surtout si on s'en va chez grand-maman, puis mon oncle, ma tante est là, il y a les cousins, les cousines, ou quelque chose comme ça, il y a beaucoup de gens. Ça peut apporter là, des grosses émotions, ça peut apporter des comportements perturbateurs aussi, c'est possible, hein, parce que l'enfant va avoir des difficultés là, à contrôler ses émotions et ses réactions. Donc, on se pose souvent la question, est-ce qu'on soutient ces traditions-là? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, dans le fond, la question qu'on vous poserait, c'est qu'est-ce qui est important pour votre enfant? Est-ce que si l'important, c'est la routine, on va peut-être essayer de maintenir, comme tu mentionnais tantôt, une routine. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut quand même participer à certaines activités des fêtes tout en maintenant le plus possible notre routine? Qu'est-ce qui est important pour vous comme parents? Est-ce que vous voulez que votre enfant participe à certaines traditions? Et si oui, lesquelles? Il faut peut-être prioriser certaines plus que d'autres. Et pour votre famille plus étendue, qu'est-ce qui est important? Donc, ça c'est des questions à se poser à l'approche des fêtes, justement. Mais aussi, d'autres choses, est-ce qu'il y a des traditions qu'on garde, qui sont importantes et qu'on veut maintenir? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait ajuster dans ces traditions-là? Par exemple, déballer, je dis toujours déballer des cadeaux. Déballer des cadeaux, ça peut être un moment très difficile pour certains enfants. Il y a beaucoup d'habiletés, hein? Attendre son tour, ouvrir. Au niveau sensoriel, il y a du bruit. Hein, chez certaines, moi, j'ai déjà été en visite chez certaines personnes et tout le monde ouvre les cadeaux en même temps. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait les ajuster ou les adapter? Donc, l'exemple, par exemple, d'ouvrir les cadeaux pourrait être, on ne le fait pas tous en même temps pour contrôler peut-être le niveau sonore. Au niveau sensoriel, ça pourrait être aidant. On pourrait aussi ajuster pour certains enfants, attendre, c'est difficile. Est-ce qu'on est obligé de l'emballer? Est-ce qu'il pourrait déjà être prêt? Est-ce que... moi, j'ai déjà fait ça. On l'a déjà recommandé à certaines familles. On peut mettre les piles d'avance et déjà enlever tous les petits tourniquets là, qui tiennent le jouet super intéressant dans la boîte. On peut déjà tout enlever ça d'avance, puis il est prêt pour pouvoir avoir du plaisir avec tout de suite. On peut aussi préparer l'enfant à Véro et leur laisser savoir c'est quoi le cadeau à l'avance. Il y en a pour qui l'élément de surprise en soi, ils vont avoir de la difficulté à démontrer qu'ils sont contents de leur cadeau. Puis ça peut apporter des difficultés émotives pour tout le monde. Oui, surtout pour peut-être le membre de la famille qui l'a offert. Puis ça, c'est quelque chose qu'on veut prévenir le plus possible, bien sûr. Est-ce qu'on peut ajouter des nouvelles traditions? Hein? Ça aussi, ça pourrait peut-être être une question. Je vais vous donner un exemple. Dans notre famille, il y a une photo d'une tarte à la citrouille ici. Mamie veut absolument que tout le monde mange la tarte à la citrouille. Il y en a à toutes les fêtes de famille et ça ne fonctionne pas chez nous. Au niveau sensoriel, c'est juste pas possible. Donc, ce qu'on fait, on a créé une nouvelle tradition. Est-ce que nous, on amène le dessert? Et là, on amène des desserts que nous, on aime manger et qui sont simples et qui, au niveau sensoriel, ne causent pas de problème. Donc, ça pourrait être une idée. Mais si vous avez des suggestions que vous voudriez mettre de certaines traditions que vous avez soit ajustées ou adaptées, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte questions-réponses parce qu'on pourrait aussi les partager avec d'autres personnes. Véronique, on a une petite question ici. Là. Il y a une famille qui se demande qu'est-ce qui arrive si mon enfant ne mange pas de la bouffe autre que celle préparée à la maison? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, OK. Donc, on s'en va en famille, puis là, il y a de la nourriture qui n'est pas familière. Oui. Ça l'arrive très souvent. Plus souvent on pense que si on a un enfant autiste, c'est juste à cause que c'est juste notre enfant qui fait ça. Non, c'est beaucoup plus fréquent et beaucoup plus commun qu'on pense, au temps des fêtes, avoir de la difficulté à manger des choses qui sont différentes et qui ne sont pas familières. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait amener une partie du repas. On pourrait encourager l'enfant à essayer quelque chose.
José a mentionné tantôt que son petit, lui, mangeait juste le pain. Mais hey, c'est correct, mais on pourrait aussi amener les croquettes de poulet et demander si c'est possible de les faire chauffer. Puis peut-être qu'on pourrait encourager l'enfant à manger ou goûter, ou même juste tolérer que c'est dans l'assiette quelque chose que grand-maman a préparé. Je parle beaucoup de grand-maman, là, mais c'est juste parce que ça sort comme ça, qu'on va chez grand-maman, mais ça pourrait être chez quelqu'un d'autre aussi. Donc, j'espère que ça vous aide, mais justement, ça va m'amener à ma prochaine question. Comment est-ce qu'on peut communiquer ça à la famille étendue? Mais ici, une petite citation qui nous rejoint. On n'est pas obligé de continuer les traditions des fêtes qui soit nous appauvrissent, qui coûtent cher, qui nous rend fatigués ou justement qui nous accable, qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à contrôler nos émotions. On n'est pas obligé. On peut choisir ce qu'on veut maintenir puis ce qu'on veut modifier. Ça nous amène à comment est-ce qu'on peut avoir ces conversations-là avec la famille et les amis? Quelle information est-ce que vous êtes confortable de partager? Peut-être pas le diagnostic, mais peut-être que, justement, des choses qui sont hors de la routine, c'est plus difficile, possiblement. Comment est-ce qu'on peut vous soutenir? C'est peut-être quelque chose que vous pourriez parler avec les gens avec qui vous visitez pendant le temps des fêtes. Avoir un petit coin confortable pour votre enfant, pour se retirer si ça devient trop le moment en famille. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, d'identifier un moment ou un endroit de pause si on est à l'extérieur de la maison. Ou est-ce que inviter des gens chez vous, peut-être que ça pourrait fonctionner. Des fois, on parle souvent aussi, Véro, de la qualité versus la quantité. C'est pas le nombre de temps qu'on passe avec un membre de famille ou que notre enfant fait partie de toutes les activités. Donc, pour rejoindre le point de Véronique avec le petit coin cosy, comme on dit, confortable, avec moins de stimuli, si l'enfant a déballé ses cadeaux et il a terminé, c'est correct de se retirer. Donc, vraiment, c'est la qualité et non la quantité du temps qui va être important. Oui, super. C'est vraiment important. Une autre chose, on peut partager des ressources avec les membres de la famille. Ici, on a des très bonnes ressources sur le site d'Autisme Ontario. On vous a mis le lien vers les ressources francophones. Donc, il y a des ressources qu'on peut partager avec la famille et les amis si on souhaite à propos de c'est quoi l'autisme? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça peut aider à ouvrir la conversation avec vos membres de votre famille. Ben, merci. Est-ce qu'on a des questions? Non, non, pas pour l'instant. Parfait. Ben, c'est bon. Je continue avec notre prochaine partie. On va parler de qu'est-ce qu'on peut faire pendant le temps des fêtes. Tu sais, souvent, il y a des inquiétudes par rapport à j'ai peur que pendant qu'on est en congé, que mon enfant perde des habiletés ou la pause est trop longue. Oui, on a besoin de se reposer, mais justement, parce que là, il n'y a pas un horaire, il n'y a pas de prévisibilité, c'est difficile. Ben, ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut soutenir le développement des habiletés tout en ayant du temps pour se reposer puis avoir du plaisir. La meilleure chose, on a quelques trucs, c'est d'incorporer le plus possible des moments d'apprentissage dans votre routine de la vie quotidienne. Ça, là, ça remplace, ça se remplace pas. Si vous choisissez d'intégrer votre enfant dans votre routine quotidienne, il va apprendre des choses. Ce que lui fait, ce que vous faites ensemble, ça va lui permettre de s'engager, de maintenir sa routine aussi. On veut suivre les intérêts de votre enfant aussi. Qu'est-ce qu'il aime faire? C'est quoi ses intérêts? Est-ce que vous pouvez intégrer ça pour développer des habiletés? Par exemple, j'ai des petits amis qui aiment beaucoup, beaucoup les Pokémon, par exemple. Si on fait une activité des fêtes, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer ça dans notre bricolage ou quelque chose comme ça? Si on fait des biscuits de Noël, pourquoi on ne pourrait pas les décorer en Pokémon? Il n'y a rien qui nous empêcherait. On veut aussi avoir ce qu'on appelle un défi juste. Donc, quand on essaie de travailler des habiletés, on veut que ce soit juste un petit peu plus difficile que qu'est-ce que votre enfant est déjà capable de faire. Ça prévient les frustrations. Donc, juste avoir un petit défi, surtout si votre enfant est bien régulé, ça va bien, on peut mettre un petit défi. Sinon, ce qu'on veut, on veut travailler juste l'exploration, le plaisir, puis être ensemble.
On peut inclure la famille, on peut inclure des amis si c'est possible. Et au dosage, comme Josée disait, hein, c'est la qualité et non la quantité. Donc, ça se peut que ça soit quelque chose auquel vous pouvez penser, mais aussi s'il y a une fratrie, des frères et sœurs, comment est-ce qu'on peut les intégrer? On a des suggestions d'activités qu'on va vous présenter maintenant. N'oubliez pas qu'à chaque fin d'exemple d'activité, on va vous demander si vous avez des questions. N'hésitez pas à les mettre dans la boîte questions-réponses. Donc, le premier type d'activité, on pourrait travailler, on a mentionné, là, on va parler de différentes catégories d'habiletés. La première, c'est la motricité fine, donc les petits mouvements des mains. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de faire des marques sur du papier ou créer un bricolage peut permettre à votre enfant d'explorer créativement, s'exprimer en ayant du plaisir. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut le faire de façon aussi élaborée selon les habiletés de votre enfant ou garder ça très simple, explorer si vous avez un tout petit ou un enfant qui commence juste à s'intéresser à ce matériel-là. On va pouvoir modifier aussi l'activité selon le niveau actuel de votre enfant. Donc, ce qu'on a à vous proposer, ce que vous avez besoin du papier de construction ou du papier de couleur. On a un petit gabarit des fêtes, on l'a mis dans les ressources, on a mis un PDF avec des exemples. Donc, on a un arbre, on a un bonhomme de neige ou un bonhomme de pain d'épices. Vous pouvez utiliser des outils là, pour du bricolage. Ça peut être des feutres, des crayons, des craies, ça pourrait être de la peinture. Et voici ce que ça peut avoir de l'air. Donc, on vous a mis un exemple ici de gabarit. Donc, ce que vous voudriez faire, c'est encourager votre enfant. Ils peuvent choisir parmi les trois. Si votre enfant est capable de faire des choix, pourquoi pas? Donc, ça travaille en même temps la communication. Vous faites aider votre enfant à le découper ou juste le coller sur une feuille de papier de construction. Puis là, maintenant, c'est le temps là, de développer sa motricité fine et sa créativité en ajoutant des détails. Donc, on peut ajouter on pourrait ajouter de la neige, on pourrait mettre les yeux, on pourrait mettre un chapeau. Selon le niveau de votre enfant, ça peut être très élaboré ou ça peut être très simple. Ça peut être juste faire des marques sur le papier ou juste coller des collants. Ça pourrait même être juste coller des collants ou faire des petits points avec les feutres. Ça peut être aussi simple ou plus complexe selon ce que votre enfant est capable de faire. Donc, trucs et stratégies. Il y a une petite question ici. Qu'est-ce qui arrive si mon enfant aime pas? Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire quelque chose avec les mêmes genres d'outils ou est-ce qu'il y a d'autres activités similaires pour la motricité fine? S'il n'aime pas tenir un crayon, tu disais? Oui, c'est ça, si l'enfant n'aime pas bricoler. Est-ce que mon Internet, hein? Non, c'est correct. Donc, si le bricolage, c'est difficile, donc ça pourrait être, on pourrait juste coller des choses. Si on n'aime pas toucher les crayons ou des textures comme ça pourrait être de coller des collants. On pourrait aussi utiliser du coton, puis coller du coton. Ou nous, on met la colle, puis votre enfant a juste besoin de mettre les cotons. Ça pourrait être ça. On veut que ça soit plaisant, mais qui participe un petit peu puis qui explore. Le produit fini, il n'est pas important. Ce que ça a de l'air à la fin, c'est peu important. Certains enfants vont avoir besoin d'un modèle, par exemple. On a des enfants qui aiment savoir qu'est-ce que ça doit avoir de l'air. Donc, on peut créer un modèle. Moi, je dis toujours, ma suggestion, c'est pas un modèle parfait. Parce que si je fais un modèle parfait, moi, je ne fais jamais des modèles parfaits, mais parfois, certains parents ont des très belles habiletés créatives et là, l'enfant pourrait devenir frustré parce que c'est difficile à reproduire. Donc, je dis toujours, on fait un modèle au niveau qu'on pense que notre enfant est. Certains enfants vont préférer explorer, puis les détails, ils vont varier. Ça peut être des traits ici, là, ça pourrait être juste des marques ou des petits points, ça pourrait être ça. Certains enfants, ils vont préférer faire tout seul, avoir leur propre dessin ou leur propre papier et on n'a pas le droit de faire des marques dessus. Donc, à ce moment-là, on peut avoir notre propre, soit le même ou un différent.
un différent dessin. Si votre enfant a le bonhomme de neige, vous pourriez avoir le sapin. Et là, vous pouvez en parallèle travailler sur votre propre bricolage. Ou certains enfants, eux, ils vont apprécier et être d'accord que vous travaillez sur le même. Donc, vous pouvez voir le niveau de collaboration dépend aussi de votre enfant, de ses préférences. Parfois, moi, je pousse un petit peu si je pense que ils pourraient peut-être accepter qu'on le fasse ensemble. Puis des fois, il y en a d'autres enfants. Non, 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 c'est pas dans leur zone de confort. On veut les laisser faire. Si vraiment votre enfant n'aime pas faire du bricolage, bien, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Si on n'aime pas les crayons, on n'aime pas mettre des marques sur le papier, on peut travailler notre motricité dans des activités de la vie quotidienne aussi. Donc, on pourrait faire, par exemple, de la pâtisserie ensemble, des biscuits de Noël. Il y a tellement d'habiletés de motricité fine qui peuvent entrer en ligne de compte là-dedans. Ça pourrait être intéressant aussi. Petite suggestion de différents matériels qu'on peut utiliser, j'en ai mentionné. Hein, on peut y aller avec ce qu'on a à la maison pour rendre cette activité-là intéressante. Et je vais passer à la prochaine. Josée, ça va être ton tour. On avait une petite question. OK. C'est beau pour l'instant. Et voilà. Jouer dehors, c'est mon activité préférée. J'aime beaucoup passer du temps à l'extérieur. Ça nous donne plein d'opportunités de s'engager avec notre famille et de créer des liens ensemble. Donc, l'ajout d'un élément ludique peut rendre l'activité plus physique, plus amusante et plus motivante. Donc, allons jouer dehors. Voyons ce qu'on a à vous suggérer pour aujourd'hui. Donc, on aura besoin d'un espace extérieur, que ce soit dans votre cour, que ce soit dans un parc. S'il y a eu une belle tombée de neige, c'est sûr que c'est très amusant. Il n'y a rien de mieux que d'une neige qui est toute fraîche. Donc, cette activité, c'est une activité que ma famille adore. Donc, c'est de créer ensemble un gros cercle avec des parcours. On peut créer les cercles en piétinant avec nos pieds. On peut utiliser une pelle. On peut le faire avec notre famille ou par moment, ça pourrait même aider de le préparer à l'avance si on a des tout petits qui n'auront peut-être pas la patience. On peut aussi utiliser un traîneau, donc mettre notre enfant dans le traîneau pour créer le parcours d'abord et par la suite essayer de jouer le jeu. Il y a plusieurs façons qu'on peut jouer le jeu et on peut varier selon le nombre de gens qu'on joue avec et le niveau de tous. Donc, une de mes façons préférées de jouer cette activité, c'est un jeu de chasse. Donc, on a quelqu'un qui est devant et on doit attraper la personne qui est devant tout en restant dans les lignes. Et ce qui est amusant, c'est qu'on voit quand quelqu'un a sorti du cercle. Donc, c'est pourquoi ma famille aime beaucoup ce jeu. Il y a aussi plusieurs autres façons qu'on peut adapter le jeu. Donc, si on a un peu moins de neige, c'est sûr que c'est un peu plus difficile, mais on peut quand même le jouer. On peut aussi jouer le jeu, désolée, j'ai juste les anglicismes en tête. Feu vert, feu rouge, quelle heure est-il, Monsieur le loup? On peut aller la marche des animaux. Donc, l'imagination, c'est à vous de décider ce qui serait plaisant pour vous et votre famille. C'est Ce qui est aussi amusant de ce jeu, c'est... Oui? Ah, j'allais juste dire, si votre enfant aime beaucoup les couleurs, feu vert, feu rouge, là, jaune, on va lentement. Ah, tout à fait. Ce qui est encore amusant, c'est d'amener les grands-parents et la famille à l'extérieur pour jouer avec nous. On peut tous profiter d'un peu d'air frais dehors avant de retourner à l'intérieur. C'est ça. Bon, je l'avais déjà dit, mais un peu là, on peut utiliser nos pelles, on peut tirer un traîneau, on peut se faire tirer, prendre des tours de tirer. L'idée, c'est de seulement s'amuser en famille et de travailler, de bouger et de dépenser notre énergie de façon positive et ensemble. On a une petite question, Josée. C'est difficile s'habiller pour aller dehors, là, tu sais, l'hiver. Donc, les mitaines, ça reste pas nécessairement. Le chapeau, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même avoir du plaisir dehors, là?
C'est d'essayer souvent de préparer la transition à l'extérieur et ça va être différent pour chaque famille. Donc, qu'est-ce qui motive votre enfant? Et on l'incorpore. Donc, d'abord, on s'habille, ensuite, on s'en va en traîneau. On peut aussi prendre le temps de supporter notre enfant un peu plus, sachant que là, l'idée, là, c'est qu'on va aller jouer dehors. Donc, je vais peut-être aider mon enfant un peu plus aujourd'hui parce que je veux m'y rendre. Donc, c'est de modifier nos attentes un peu aussi, dépendant des comportements de notre enfant. On peut aussi motiver la transition. Est-ce qu'on boit un petit chocolat chaud dehors? Est-ce qu'il y a un petit feu? Donc, dépendant de votre environnement, vous pouvez aussi trouver une façon de motiver selon ce que vous avez à votre disposition. Et OK. comme vous le savez, moi, j'aurais fait un feu parce que je l'ai mentionné. Ben, comme ça, on peut aller se réchauffer. Puis si les mitaines Oui. prennent le bord un petit peu, ben c'est pas grave, on va pas avoir trop froid. Pour les mitaines, ce que je suggère, c'est de regarder le type de mitaine que vous avez à votre disposition. Souvent, une fois qu'on est à l'extérieur et que l'enfant a la chance d'avoir les mains un peu froides, on va avoir un peu plus de coopération au niveau de mettre la mitaine. Et comme on a dit plus tôt, c'est la qualité et non la quantité. Donc, si je vais jouer dehors 12, 15 minutes, parce que là, les mitaines, on ne veut pas les mettre, bien peut-être qu'on va rester à 15 minutes, on va entrer à l'intérieur, prendre une collation. Donc, c'est d'ajuster nos attentes selon ce qu'on désire comme résultat. Ouais, c'est une bonne idée, ça, parce que parfois, on veut faire une activité, puis comme on a mentionné un petit peu plus tôt, c'est pas la durée qui est importante, mais le temps qu'on passe ensemble. Donc, même si votre enfant participe à une partie, d'avoir un plan là, pour terminer. Si les autres veulent continuer de jouer, ben, est-ce qu'on a un plan pour qu'eux puissent, si c'est possible, avec les gens qui sont disponibles, puis votre enfant doit peut-être sortir un petit peu pour aller se réchauffer? Ça serait bien. Sinon, comment est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde soit content, puis que là, on rentre à la maison? Ben, c'est parfois les petits goûters, les collations, ça peut aider là, à faire cette transition-là, bien sûr. Et si votre enfant ne désire pas de jouer au jeu, vous l'avez déjà tout préparé, c'est la vie, on peut faire un bonhomme de neige. L'idée, c'est d'aller s'amuser. Donc, on va ajuster nos attentes et essayer autre chose. C'est un bon point, ça, parce que parfois, on a des. Puis dans le temps des fêtes, parfois, ça peut arriver, on a des attentes par rapport à ce qui devrait se passer, justement parce que c'est des traditions. Puis il faut parfois ajuster le résultat ne va pas être nécessairement ce qu'on a planifié, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu du plaisir. Donc, le prochain type d'activité, c'est l'exploration sensorielle. Donc, dans le fond, c'est d'encourager votre enfant à explorer des différentes sensations, des différentes textures. Puis, une des façons qu'on peut faire ça, bien, c'est d'une manière sûre et contrôlée. Donc, un bac sensoriel fait maison, c'est souvent là, moi, j'adore faire ça. On en a fait beaucoup avec mes petits quand ils étaient jeunes. Puis là, on a un exemple d'un qu'on peut faire pour le temps des fêtes ou le temps d'hiver, dans le fond. Puis, ça peut être facilement ajusté pour votre enfant, ce qui lui convient le mieux, le matériel qu'on va utiliser pour le bac sensoriel. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, l'exploration sensorielle. Qu'est-ce qu'on a besoin? Un grand bac ou un bol? Ça peut être une boîte si on ne met pas de la neige dedans. Ça pourrait. Là, on vous donne un exemple avec de la neige. Par contre, si ça, c'est compliqué pour votre enfant, il y a des enfants avec qui on travaille ou dans votre famille, possiblement, ils ont peut-être peur de la neige. C'est possible. Donc, on peut essayer avec de la neige, mais si on veut que ça soit un succès puis c'est pas possible, on pourrait utiliser des boules de coton. Moi, j'ai eu du succès avec ça, là aussi, avec des enfants, parce qu'on prend les boules de coton, c'est blanc, ça fait penser à de la neige, donc on peut faire semblant avec ça aussi. Des petits jouets ou des petits objets, ça peut être sur le thème de l'hiver, parce que là, on parle d'exploration sensorielle d'hiver, ça pourrait être des choses qu'on trouve à l'extérieur, des cocottes, des feuilles sèches qu'on pourrait mettre dedans, des petites noix. Là, j'ai plus le mot en français, là, mais des choses qui tombent des arbres, là, qu'on peut mettre dans, dans la neige. Mais on pourrait aussi mettre des objets favoris que votre enfant aime bien. On pourrait faire ça aussi.
Des outils, des pinces, des ustensiles, une grosse cuillère, une petite pelle qu'on a pris du bac à sable de l'été. Puis, si on met de la neige, on pourrait incorporer des mitaines ou des gants. On pourrait faire ça. Avec certains enfants, c'est une des façons qu'on pratique à porter des mitaines. Parce que si on a froid aux mains dans la maison, on peut peut-être mettre des mitaines pour manipuler la neige. Donc, un petit truc là, pour pratiquer à mettre les mitaines d'une façon contrôlée, mais qui fait du sens parce qu'on ne recommanderait pas de mettre des mitaines si ce n'est pas froid. Donc, c'est pour ça qu'on mettrait les mitaines pour la neige. Une fois qu'on a ça, on va remplir le bac. On peut mettre les boules de neige ou des balles de coton, ce que vous avez choisi selon votre enfant, ce que vous pensez qu'il va bien aimer. Moi, j'aime, dans l'activité que Josée a proposée, on pourrait ramasser des choses dehors et les amener pour jouer dans notre bac. On pourrait faire remplir le bac avec une pelle dehors, on l'amène en dedans, puis on joue. On continue de jouer avec la neige, même si on a fini d'être dehors. On pourrait faire ça aussi. Ça pourrait être une transition intéressante. Ou on ramasse des choses dehors par une petite chasse au trésor, puis on le garde pour un autre moment où est-ce que là, on peut jouer avec dans notre bac sensoriel. Voilà. Ajoutez vos objets d'hiver ou des petits jouets. Puis là, on peut explorer la neige. Hein? On peut porter des mitaines ou des gants ou vous pouvez encourager votre enfant à utiliser des outils pour aller piger dans la neige, essayer de trouver les objets, on peut les nommer, on peut les sentir, on peut les toucher. Donc, au niveau sensoriel, là, ça donne beaucoup d'informations à votre enfant qui va pouvoir profiter là, de ces informations-là. Moi, j'aime ça les cacher, qu'on les trouve. Là, coucou, on l'a trouvé. Des fois, comme j'ai mentionné, la chasse au trésor peut se faire dehors, mais elle pourrait se faire en dedans aussi. Une chasse au trésor, puis là, on a des choses à trouver. Avec des enfants de différents niveaux, on peut ajuster. Est-ce que tu peux trouver 3 cocottes, par exemple? Ou avec un autre enfant, on pourrait dire, trouve-moi ce qui est brun. Donc, là, on cherche pour peut-être les petits cailloux qu'on a mis ou des choses comme ça dedans. Donc, on peut augmenter le niveau de difficulté selon les habiletés de votre enfant ou on peut juste être dans l'exploration, puis il n'y a pas de demande. Ça peut être ça aussi, hein? Mais ça dépend de ce qu'on veut faire puis comment votre enfant explore et est confortable dans l'activité que vous êtes en train de faire. Mais le plus que vous l'encouragez à faire des choses avec ses mains puis à participer, vous allez voir que l'exploration va venir, là. Ah, sécurité, exploration orale, hein? Donc ça arrive. Moi, j'ai souvent des enfants, ils aiment bien manger la neige. Donc, il faut faire attention ou manger, mettre à la bouche les objets qu'on va avoir. Donc, quand on dit des petits objets, c'est sûr que selon votre enfant, peut-être qu'il va falloir utiliser des plus gros objets, limiter les petits objets. Si la mise à la bouche, c'est quelque chose que votre enfant fait beaucoup, juste d'être à l'affût de ça, là, puis de modifier un peu ce que vous mettez pour pouvoir y aller là, doucement pour que votre enfant n'ait pas un risque là, de s'étouffer avec du matériel ou des choses comme ça. On a une petite question, Véronique. Oui. Comment encourager mon enfant à ne pas manger la neige quand on joue dans le bac? Oui, c'est ça. Ça, c'est pas évident, hein, parce que dans le fond, puis ça, c'est quelque chose que c'est froid, c'est intéressant. Peut-être que votre enfant est attiré par des choses comme ça. Donc, souvent, ce que moi, je suggère, c'est de lui laisser savoir qu'est-ce qu'il peut faire avec la neige et pas mettre trop d'emphase sur ce qu'on ne veut pas qu'il fasse. Donc, faire attention là, de garder notre niveau de réaction quand il met à la bouche, là, juste lui dire et de modeler, de lui montrer qu'est-ce qu'il peut faire avec la neige au lieu. Si on voit que c'est trop compliqué, que c'est difficile, il n'y a rien qui nous empêche de garder ça plus court. On a joué un petit peu, on termine l'activité, on range, puis on se réessayera à un autre moment. Puis là, peut-être qu'à ce moment-là, on essaiera d'autres textures ou peut-être qu'on en regarderait à
peut-être que s'il aime quand c'est froid, peut-être que là, on joue avec la neige, on fait des choses, puis après, on pourra peut-être avoir quelque chose de froid à manger ou quelque chose comme ça qui est plus adapté que de mettre la neige à la bouche. J'espère que ça vous donne des idées, mais moi, c'est difficile de contrôler ça, mais la meilleure façon, c'est vraiment de montrer ce qu'il peut faire plutôt que de mettre de l'emphase sur non, 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 on ne touche pas la neige. On ne met pas la neige à la bouche. On veut la toucher, par contre. Allez au rythme de votre enfant. Prenez votre temps. Si votre enfant il est hésitant à toucher la neige avec ses mains, ça arrive des tout petits qui n'ont peut-être pas vu beaucoup de neige ou que c'est difficile d'aller dehors, ils n'ont peut-être pas eu la chance d'explorer ça. Prenez votre temps. Peut-être qu'il ne voudra pas y toucher tout de suite. À ce moment-là, vous pouvez montrer, utiliser un outil, comme ça, il ne touche pas directement avec sa main, peut-être. Une autre chose que je trouve intéressante, c'est d'avoir une débarbouillette humide. Donc, si on a touché, par exemple, des cocottes, puis il y a des petits morceaux, puis on n'aime pas ça, avoir les mains sales, avoir une débarbouillette humide pour essuyer les mains. Et d'un autre côté, avoir une serviette sèche pour, oh là, j'ai les mains froides et humides, puis j'aime pas ça, ou mon gilet est mouillé. Ben là, on peut s'essuyer pour garder ça le plus positif possible. Donc, avoir ça à portée de main, j'aime beaucoup parce que la neige, ça fond après un petit moment. Petit truc et astuce, on peut aussi utiliser notre lavabo dans la cuisine. Souvent, quand l'enfant est debout sur la chaise, ça change la hauteur, ça aide un peu à manger un peu moins. C'est un petit peu plus loin, on a le temps d'aider un peu, puis ça fait un peu moins de dégâts. Bonne idée. Il semble que tu as déjà utilisé cette stratégie-là, hein? Et oui, mais on a joué beaucoup dans les bacs de neige à la maison. C'était une des activités vraiment préférées à mon fils. Intéressant, super. OK. Donc là, je vais parler oui, c'est ça. Donc, on va passer à la prochaine petite section. Excusez-moi, j'ai juste cliqué le mauvais endroit. Et voilà, OK. Donc, la prochaine habileté qu'on voulait parler, c'est la pleine conscience. La pleine conscience, c'est quoi? Ben, dans le fond, c'est d'être présent, d'être conscient de ses pensées, de ses sentiments, des sensations de notre corps et de notre environnement. Si vous avez déjà fait d'autres webinaires avec moi, vous savez que les sensations du corps et nos réactions à différentes sensations dans l'environnement, c'est quelque chose qui peut être très compliqué pour plusieurs des enfants avec des enfants autistes. Et les sensations internes, donc l'interoception, c'est encore plus compliqué. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler ça? C'est en développant la pleine conscience. Donc, ça commence ça avec un enfant. Ah, on va faire un globe de neige. Donc, si vous avez rejoint et vous êtes inscrit au webinaire avant le 30 novembre, vous avez reçu un ensemble avec des consignes pour faire votre propre globe de neige. Donc, vous pourriez suivre les instructions qui sont venues avec ça. Mais si jamais vous nous joignez plus tard et vous n'avez pas eu l'ensemble pour construire votre propre globe de neige, on va vous parler de comment vous pouvez construire un globe de neige ou, moi j'aime ça aussi appeler ça une bouteille sensorielle, mais celle-là, on va la faire sur le thème de l'hiver, pour justement l'utiliser par la suite pour travailler la pleine conscience. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, on a besoin d'un pot ou d'une bouteille en plastique transparent. Je recommande fortement du plastique. Vous allez voir certaines de mes images, c'est avec des beaux pots maçons, des pots maçons, là, des pots Mason, mais avec la majorité des enfants qu'on travaille, je recommande plutôt du plastique. De la colle transparente, de l'eau, une petite figurine d'un personnage préféré, une copie, parce qu'il va aller à l'intérieur et on ne pourra pas y toucher. Donc, assurez-vous qu'on ne met pas la figurine que votre enfant adore et qui aime manipuler. Donc, ça faudrait que ce soit une copie. Je le mentionne parce que on a déjà fait l'erreur. De la super colle ou de la colle chaude là, pour fermer le tout. Et on va mettre des éléments dans l'eau. Donc, ça peut être des paillettes, des séquins, des petits flocons de neige en plastique. Magasin du dollar à ce temps-ci de l'année, il y a plein d'options. Mais si vous avez l'ensemble si vous avez reçu l'ensemble, il y a ce matériel-là disponible là,
pour construire votre globe de neige. Donc, on a mis les étapes ici de comment vous pourrez préparer votre globe de neige. Merci. Le mot ne me venait pas à l'idée ce soir. Donc, on va s'assurer que le bocal est propre et sec parce que si on va coller pour le sceller. Donc, à n'importe quelle de ces étapes-ci, avant que vous commenciez à le préparer, moi, je vous encourage à vous poser la question. C'est quoi les habiletés de mon enfant en ce moment? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? C'est quoi les consignes de sécurité qu'il pourrait suivre? Est-ce qu'il y en a certaines que lui pourrait participer? Moi, je suis très forte sur la participation, donner des tâches à votre enfant pour qu'il fasse partie du processus. Mais on veut le faire pour toujours rester en sécurité, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne les étapes et là, vous pourrez voir qu'est-ce que vous pensez que votre enfant pourrait participer. C'est sûr que la super colle ou la colle chaude, moi, ça a pris du temps avant que je laisse mes enfants toucher ça ou des enfants avec qui je travaille comme ergothérapeute. Ça a pris vraiment du temps. Il faut vraiment que je m'assure qu'ils ont les compétences là, pour s'en occuper. Donc, souvent, ça va plutôt être un parent ou un aidant qui va faire cette partie-là. Donc, dans le globe, on va mettre une petite figurine. Donc, ça pourrait être une figurine du temps des fêtes ou une figurine, comme on a dit, d'un personnage que votre enfant aime bien. Assurez-vous qu'il ait la bonne taille, puis qu'une fois qu'il est dans le couvercle, puis qu'on la met à l'envers comme ça, que ça ne touche pas au fond. Donc, on veut être certain que c'est la bonne taille. Ensuite, on va coller la figurine à l'intérieur du couvercle pour que quand on le ferme, la figurine va être debout, puis là, le globe va être par-dessus la bouteille. Puis là, vous allez laisser sécher ça un petit peu. Ça ne prend pas de temps. Si on a utilisé de la super colle, là, ça va vite. Mais même la colle chaude, là, ça va quand même assez rapidement. Puis là, avec le bocal, vous allez mettre un peu d'eau. Donc, environ, indépendamment de la taille du bocal, là, ça peut être une demi-tasse d'eau. Vous pouvez, maintenant, là, c'est le temps. Là, vous pouvez demander à votre enfant là, qui commence à mettre des choses dedans. Donc, si vous avez un enfant qui est à ce niveau-là, qui peut mettre des petites paillettes, les petits flocons de neige. C'est pas obligé d'être blanc, même si c'est le temps, c'est d'hiver, ça pourrait être différentes couleurs. Vous allez ajouter la colle et l'eau pour que là, tout ça va se mélanger ensemble pour que ça devienne une texture là, qui va permettre que les petits flocons vont bouger tranquillement. Si on met juste de l'eau, ça va bouger très vite, puis ils vont tomber très vite au fond. Mais si on met la colle claire, transparente, là, ça va permettre là, au matériel dans le globe de se déplacer plus lentement, puis c'est là qu'on va pouvoir l'observer puis le regarder. On va laisser un petit peu d'eau, pas un petit peu d'eau, un petit peu d'espace au-dessus de l'eau pour qu'on puisse le mélanger, puis la place à la figurine quand on va l'insérer. On va mettre le couvercle là-dessus, on scelle ça avec la super colle, puis ça va faire votre globe. Donc, ça, c'est pour construire le globe. Si vous avez le petit ensemble, ça va être, toutes les instructions sont là aussi pour le faire. Celui-là, vous pouvez mettre une figurine dedans. Vous pourriez mettre une figurine dedans ou vous pouvez mettre une petite image, une petite photo dans celui-là que vous avez reçu. Bien là, une fois qu'il est prêt, à quoi ça sert? Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser le globe? On peut encourager votre enfant à jouer doucement avec, le manipuler. Les flocons, les paillettes à l'intérieur vont se promener là, dans le mélange d'eau et colle. Ça bouge lentement. Vous pouvez commenter sur comment ça tourbillonne, comment ça tombe. Les bouteilles sensorielles sont très, très, très... moi, je sais qu'il y a beaucoup des enfants que je connais, là, ils adorent les bouteilles sensorielles. Donc, ça, c'est quelque chose là, qui aiment beaucoup parce qu'au niveau visuel, c'est intéressant. Mais c'est aussi calmant parce qu'on porte attention à quelque chose et ça aide notre système à s'apaiser. Vous pouvez l'utiliser aussi bien quand votre enfant est très calme que quand votre enfant en a besoin pour s'apaiser. Donc, on ne veut pas nécessairement l'utiliser juste quand on en a besoin pour se sentir calme. On veut l'utiliser à d'autres moments pour pouvoir profiter là, de ce moment-là
de regarder les petits flocons bouger et les paillettes se promener dans l'eau. Moi, je sais que moi, j'aime ça. J'en ai des globes de neige. À chaque fois que je passe dans le temps des fêtes, là, je passe, je secoue, je le regarde, ça me fait du bien. Donc, j'espère que vous allez trouver cette expérience-là intéressante avec votre enfant, de le construire, mais aussi d'en profiter par la suite. Est-ce qu'on avait des questions par rapport à celui-là, Josée? Non, hein? Je pense que ça va. Non, celle-ci, on n'avait pas eu de questions. OK, parfait. Donc, on va passer à la prochaine activité ou la prochaine habileté, je devrais dire. Comment aider notre enfant avec ses habiletés socio-émotionnelles? Donc, désolé. Donc, comment identifier nos sentiments, relier nos sentiments et apprendre à se co-réguler et s'auto-réguler. Au cours des activités quotidiennes de la vie journalienne, j'aime regarder aussi à la petite routine. Donc, comment ajouter ces petits moments de qualité en famille qui vont aussi avoir une valeur de régularisation émotionnelle. Oups. OK. Donc, en famille, on a des petites activités qu'on fait en famille de façon régulière. Donc, l'idée, c'est de regarder ensemble en famille quels sont ces petits moments-là et les ajouter au courant de vos journées durant le temps des fêtes. Donc, chez moi, c'est ce qu'on appelle cozy time. Donc, comment se rendre confortable ensemble et à quoi ça peut ressembler dans votre maison. Donc, chez toi, Véro, quels sont vos moments que vous passez en famille qui ont cette valeur émotionnelle-là? Ben, nous, dans le temps des fêtes, c'est les films de Noël. Honnêtement, on est fort là-dessus. On se met en pyjama, on sort les doudounes et on s'installe. C'est des moments où est-ce que j'ai des enfants qui ne sont pas nécessairement des enfants qui vont aimer être proches au niveau de toucher et tout ça, mais à ce moment-là, c'est différent. C'est des petits moments qu'on passe dans le temps des fêtes. Nous, c'est de cette façon-là. Nous, chez nous, on aime beaucoup faire des petites cabanes avec des couvertures, avec des petites lumières à l'intérieur. C'est là qu'on apporterait nos petits globes de Noël. Chez nous, c'est ce qu'on aime faire. On aime beaucoup aussi les films en famille, mais comme vous savez, jouer dehors. Ensuite, on aime aller dans le salon en famille. Donc, et vous, n'hésitez pas les participants à nous donner des idées là, de ce que vous faites en famille pour votre socio-émotionnel. Ce ne sont pas tous des activités qui sont calmes aussi. On a de nos enfants qui aiment beaucoup, beaucoup bouger. Donc, chez moi, on a aussi ce qu'on appelle les fêtes de danse, la musique, on danse en famille, on joue des petits jeux ensemble. Chez toi, Véro, quelles sont les activités dont vous bougez un peu plus plutôt que de s'asseoir pour être ensemble? Surtout, les jeux, c'est relié à des jeux vidéo. Donc, ça va être, par exemple, oui, mais ceux-là qui bougent, là. Donc, soit sur on a encore un Wii chez nous, ou, tu sais, sur quelque chose où est-ce qu'on danse, puis on bouge, mais qu'on a à l'écran. Puis ça, il y a plusieurs des enfants avec qui moi, je travaille, en tout cas, qui aiment bien ça parce que les jeux vidéo, c'est un intérêt particulier. Donc, ça pourrait être aussi intéressant de passer des moments comme ça, mais ensemble. Donc, l'idée durant le temps des fêtes, c'est de trouver des moments naturels où on va pouvoir parler de nos émotions, où on va pouvoir identifier nos émotions et se régulariser ensemble. Donc, les transitions vont sûrement apporter des petits moments où on va avoir besoin l'un de l'autre, où on va avoir besoin d'être ensemble pour pouvoir passer à la prochaine étape, à la prochaine activité. Et j'aime beaucoup les insérer au courant de ma journée pour avoir des petits moments de qualité, pouvoir redescendre l'énergie, être ensemble, parce que le temps des fêtes, c'est hyper occupé. Pour nous, les adultes, encore plus pour les enfants qui sont autistes et qui vont avoir beaucoup de demandes sociales, beaucoup de demandes sensorielles. On va vouloir qu'ils participent à absolument tout, mais on va devoir regarder où eux ils sont, quelles sont leurs limites et qu'est-ce que nous allons pouvoir faire pour les aider à se régulariser ensemble?
Mhm. Mhm. On va vouloir regarder la prévisibilité, on va vouloir choisir des activités qui sont significatives pour vous et votre enfant. Encore, on va parler de qualité versus quantité. Ça va être pas de répondre aux attentes familiales de ce que tout le monde aimerait qu'on puisse faire avec eux durant le temps des fêtes, mais vraiment de se faire une petite horaire familiale qui va mettre de l'emphase sur les moments importants pour vous et faire des nouvelles traditions pour le temps des fêtes que vous allez pouvoir bâtir dessus au cours des années. Vous allez faire de votre mieux, évidemment, c'est ça, je disais, le protéger vos petits moments, ce qui est important pour vous versus les demandes. Et l'important, là, c'est de s'amuser en famille et de créer des traditions qui vous sont importantes, que vous allez pouvoir répéter au courant des années. Une des questions qui nous vient, comment on fait quand on a des enfants là, qui ont des intérêts vraiment différents ou des niveaux vraiment différents? Donc, entre frères et sœurs, par exemple, si on a un tout petit avec un TSA, puis peut-être un grand frère, une grande sœur qui est un peu plus vieux, puis qui n'ont pas nécessairement les mêmes habiletés, puis les mêmes intérêts. Comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre là? C'est des petits moments où on va peut-être être tous ensemble, puis on commence une activité tous ensemble et peut-être que le plus petit va partir un petit peu plus tôt et lui va passer à sa prochaine activité pendant que vous terminez la cuisson des biscuits ou la décoration des biscuits avec votre autre enfant. Espérons qu'ils vont aussi vous aider à nettoyer la cuisine, les plus grands, une fois que vous avez fait des biscuits. Mais l'idée, c'est vraiment d'ajuster vos attentes par rapport au groupe d'âge et de s'assurer aussi de passer du temps avec nos plus grands aussi, hein. Eux aussi vont avoir besoin de nous. Eux aussi vont avoir besoin de notre support émotionnel. Eux aussi ont des attentes et ils veulent probablement faire plusieurs activités. Donc, et s'assurer que chaque enfant a son temps prioritaire durant les petites routines. Véro, toi, tu en as là, des différents âges. Comment tu faisais quand il était plus petit, là? Ah, c'est la même, c'est exactement ça. Ou parfois, c'est le grand qui part un petit peu avant parce que là, il commence à se trouver ça un peu plus plate. Hein? Donc, parce que là, on joue un jeu qui dure plus longtemps avec l'enfant qui est plus petit ou qui a un intérêt qui peut durer assez longtemps dans un type d'activité. Donc, ça peut être ça aussi. Donc, c'est vraiment, comme tu mentionnais, là, d'ajuster. Puis, on n'est pas obligé de faire toute l'activité ensemble. C'est un point qui est vraiment important. Donc, on peut prendre un petit moment, il y a une partie. Par exemple, si c'est le bricolage qu'on a mentionné tantôt, ça pourrait être que votre plus jeune ou votre enfant qui a un petit peu plus de difficulté à rester dans une activité plus longtemps va explorer. Ça va peut-être juste durer quelques minutes, mais votre grand, pendant ce temps-là, va peut-être vouloir mettre plus de détails, passer du temps, puis là, vous pouvez, hein, il est correct, il est bien installé, il peut continuer, vous pouvez vous occuper du plus jeune pendant ce temps-là. Donc, ça aussi, ça peut être une solution intéressante. Et de voir, est-ce que je peux aller, quels intérêts mes enfants ont qu'on peut peut-être se rejoindre. Donc, jouer dehors, souvent, c'est un moyen de se rejoindre. Qui n'aime pas un petit goûter dans un endroit différent, possiblement, tu sais, s'il faut toujours qu'on mange à la table, parfois manger en dessous de la table, en dessous d'une petite couverture pourrait être intéressant pour certains. Donc, ça apporte un bon point, ça, Véro. Tu parles de manger sous la couverture. Si vous voyagez durant le temps des fêtes, c'est de aussi apporter des items pour créer un petit coin pour votre enfant, que ce soit sa petite tente, que ce soit sa douillette, que ce soit, je ne sais pas, sa petite bouteille. Mais si vous allez voyager, de préparer un petit sac avec ces items-là pour que votre enfant puisse se retirer dans un petit coin, va probablement vous supporter de demeurer un petit peu plus longtemps en visite. C'est une des stratégies qui aide beaucoup, beaucoup quand on voyage. C'est un bon point. On n'a pas parlé de si on voyage au temps des fêtes. On a parlé à la maison, mais ça, c'est un À la maison, mais si on voyage, oui. Tout ce qu'on a parlé d'aujourd'hui, on peut le faire en visite, on peut le faire chez les grands-parents, chez nos amis. C'est juste d'avoir à planifier ces moments de qualité et ensemble où vous allez pouvoir, vous et votre enfant, se retirer ou votre enfant se retirer pour pouvoir profiter pleinement du temps des fêtes.
Excellent. Merci beaucoup, Josée, d'avoir ajouté ça. Je pense que c'est intéressant d'y penser à l'avance pour être bien préparé. Moi, je recommande toujours la planification, fait en sorte que, oui, des fois, le plan, il ne va pas comme on a pensé que ça allait aller, mais au moins, on a planifié des moments de pause, on a planifié des petits coins douillets ou des petits coins, je n'aime pas dire de retrait, mais pour se retirer, se ressourcer. Et à ce moment-là, on a ça comme option là, quand une activité porte à sa fin, puis qu'on veut vraiment que votre enfant puisse terminer sur une note positive. Sur ce, ça complète notre webinaire sur les fêtes à la maison. On espère que vous avez apprécié et que ça va vous donner des idées pour des activités que vous pouvez faire et des stratégies que vous pouvez mettre en place pour que votre temps des fêtes soit peut-être pas calme, mais serein. Hein? Merci beaucoup, Josée, d'être avec moi, puis qu'on a passé la soirée ensemble à présenter ça. Puis, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Joyeux temps des fêtes à tous et à bientôt! Merci.